Kairé à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hoplite grec et de la formation dans laquelle il opère, la phalange. Et nous allons traverser les âges et partir de la période archaïque, c'est-à-dire du 8e siècle avant Jésus-Christ, et nous finirons ce sujet à la fin de la période classique et au début de la période hellénistique, c'est-à-dire à la fin du 4e et au début du 3e siècle avant notre ère. Alors, avant toute chose, on va mettre quelques petits points de chronologie. La période archaïque, elle débute au 8e siècle avant et elle succède à ce qu'on appelle les âges obscurs ou la période géométrique dans la classification de la céramique. C'est une période de trouble qui a duré environ 3 siècles. Elle est assez méconnue puisqu'on a peu de sources à son sujet par l'archéologie et aussi par les textes évidemment. On a très peu de choses. C'est une période qui a succédé à ce qu'on appelle l'Empire mycénien. Donc, en fait, la période mycénienne, c'est une période où la Grèce a été unifiée dans certains domaines d'un point de vue culturel par une culture dominante qu'on appelle la culture mycénienne, une culture guerrière, palatiale. Et cette culture a disparu entre le XIIe et le XIe siècle avant notre ère. Alors les causes de sa disparition sont assez floues. Changement climatique, mauvais rendement agricole ou surexploitation des terres, guerre incessante, invasion des peuples de la mer, si ce n'est pas eux finalement les peuples de la mer. Enfin bref, pendant cette période de troubles, l'Empire messénien s'effondre et derrière, on va avoir plein de petites aristocraties locales qui vont prendre le pouvoir dans certaines parties du territoire et dans certaines vallées. Donc ça, c'est un petit peu le point où on en est pendant la période géométrique. Et à la fin du 9e et au début du 8e siècle, il y a un phénomène qui va avoir lieu, c'est le rassemblement de différents petits villages entre eux qui vont former en fait des cités dominant des territoires. C'est la naissance de la police. Et en même temps que l'apparition de la police, donc de la cité-État autonome grecque, qui a un cœur urbain et un cœur territorial sacré qu'on appelle la Chora, en même temps que l'apparition de la police, on a l'apparition des premiers hoplites sur les représentations iconographiques et d'un point de vue archéologique, l'apparition du matériel hoplitique qui opère au sein de ce qu'on appelle la formation phalangique, la phalange grecque. Alors, avant de présenter ça, sachez que l'hoplite, c'est un guerrier qui va porter ce qu'on appelle littéralement la panoplie. Certains, mais c'est pas trop admis, disent que bah, voilà, l'hoplite c'est parce qu'il porte l'oplone. Pour moi, c'est pas trop vrai. Le terme oplone, c'est plutôt aspis koilé en grec. Enfin bref, c'est pas juste le port du bouclier, c'est le port de toute la tenue hoplitique. Et l'apparition de ce guerrier va être en corrélation avec l'apparition de la cité-État. En gros, le matériel hoplitique, que ce soit le casque corinthien qui est le premier à apparaître, l'apparition de l'aspis koilé avec porpax et antilabé, donc double accroche, une au niveau de l'avant-bras et une au niveau de la main. Donc ça, c'est une des innovations techniques majeures de cette période. Je vous expliquerai pourquoi. L'apparition d'un style de lance équipé avec d'un côté une pointe et de l'autre côté un talon en bronze permettant d'équilibrer la lance. Bref, ça c'est le matériel précis de l'hoplite et il apparaît et il est représenté surtout en iconographie à partir du 8e siècle avant. Au début du 7e siècle, on voit sur la céramique, notamment sur un vase qu'on appelle le vase Chigi, qui est un des vases les plus connus sur la phalange dans le monde grec. Et ce vase nous représente une formation martiale compacte de fantassins qui se défendent et se protègent les uns des autres. En fait, la phalange, ce n'est ni plus ni moins qu'un groupement de fantassins lanciers qui se protègent les uns les autres et qui, ensemble, peuvent repousser des troupes adverses et principalement des cavaliers ou des aristocrates ou des tirailleurs. Donc en fait, on voit que l'apparition de la cité-État et le rassemblement de ces petits villages est à mettre en corrélation avec
l'apparition de la phalange. Alors, est-ce que c'est parce que les villageois se sont rassemblés qu'ils ont commencé à innover d'un point de vue tactique, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est parce que cette invention est apparue d'un point de vue tactique, et c'est ça qui a permis le rassemblement des différents villages et la fondation des premières cités-États. Alors voilà, c'est toujours le même débat, hein. Est-ce que c'est l'œuf qui est arrivé avant la poule, ou inversement? En fait, la réponse que moi je donne à cette problématique, c'est que c'est concomitant. Hein. C'est arrivé en même temps et de manière progressive. D'ailleurs, on le voit bien hein, dans la céramique, au début, la phalange hoplitique n'est pas qu'une formation compacte de lanciers. On voit d'ailleurs très souvent dans la période archaïque, insérés à l'intérieur de la formation, des archers, des combattants archers, et dans les descriptions de cette formation, notamment si on prend les textes homériques, qui seraient les premiers à décrire finalement la phalange, notamment lorsque Ajax, le grand Ajax, est repoussé par une masse d'hommes compacts au sein de duquel il y a des hommes qui balancent des cailloux par-dessus, eh bien, cette vision homérique, en fait, pourrait tout simplement transcrire l'apparition de la phalange hoplitique à la période où Homère, ou du moins les textes d'Homère, sont mis à l'écrit, donc environ au 7e et 6e siècle avant. Donc, cette apparition, elle est commune. La chose qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du 7e et du 6e siècle, donc cœur de ce qu'on appelle la période archaïque chez les antiquisants, pendant le 7e et le 6e siècle, les cités-États grecques vont connaître une explosion, hein, et elles vont connaître d'un point de vue démographique, technologique, économique, et c'est ce qu'on appelle le miracle grec. Et ce miracle grec, il a été permis grâce à la ritualisation de la guerre. Alors, j'avance, j'explique. L'hoplite grec était un citoyen. C'est avant tout un citoyen guerrier. Donc ce n'est pas un citoyen soldat. La différence entre les deux, c'est que le guerrier, c'est juste un homme qui part faire la guerre, et là c'est un citoyen qui part faire la guerre, alors qu'un soldat, c'est un homme qui est soldé pour faire la guerre. Or, les cités-États vont mettre en place une sorte de conscription où les citoyens rentrent dans la formation hoplitique et la phalange vont se battre pour leur cité pendant un temps très court et souvent vont se battre avec les voisins. En fait, les petites cités-États autonomes qui sont constituées vont très vite avoir des conflits frontaliers par rapport à l'exploitation d'un champ d'olivier, d'un champ de blé, enfin peu importe. Et pour régler ces conflits, plutôt que de se faire une guerre incessante, assez dure, hein, comme Sparte par exemple va le faire à la Messénie, hein, il y a les guerres de Messénie, pour Sparte ça va être assez complexe, bon c'est pas mon sujet, mais la plupart des cités en fait vont restreindre la guerre à un simple affrontement entre deux formations, entre deux phalanges. Alors, concrètement, comment s'organise une phalange, une ligne d'hoplite? Elle va s'organiser avec plusieurs rangs de citoyens soldats alignés qui portent l'aspis coilé, donc ce bouclier avec double accroche. Une au centre, là vous avez le reste du centre, hein, du cercle du bouclier, et une sur le bord interne du bouclier. Cette position va faire que ce bouclier va prendre tout son sens lorsqu'il va venir recouvrir le bouclier du voisin. Pourquoi? Eh bien parce que sur ce côté-là, il y a un vide, il y a un espace. Et du coup, c'est un levier au niveau du bouclier. Donc les combattants vont venir recouvrir leur bouclier sur le voisin de droite. Et de ce fait, le voisin de droite va leur offrir une protection pour leur propre flanc droit. Parce que quand vous battez avec votre bouclier, de l'autre côté, vous avez votre arme. En l'occurrence, c'est une lance chez les Grecs. Et du coup, vous avez le flanc droit qui est exposé. Donc en fait, les citoyens vont se protéger les uns les autres au sein de la phalange. La phalange va être une formation compacte, ça c'est mes travaux de recherche hein, qui ont mené à cette conclusion, puisqu'il y avait plusieurs hypothèses, hein, formation ouverte ou formation fermée. Donc moi, mon hypothèse principale, et même ma thèse finalement, c'est que la formation phalangique est une formation compacte, elle n'a qu'un seul but, c'est garder hein, les boucliers liés les uns aux autres et de venir impacter la formation adverse pour la faire éclater et ainsi créer des failles où les lances vont pouvoir s'engouffrer. Donc ça, c'est le principe de base. Et ce modèle a plusieurs avantages. D'abord, il préserve la vie des citoyens et surtout, il ne tend pas à tuer l'ennemi ou il ne tend pas à tuer beaucoup d'ennemis. Il va tendre à repousser physiquement et du coup, aussi d'un point de vue spirituel, c'est important de faire reculer l'adversaire. On va les faire reculer, donc je reviens à ma guerre rituelle. Il va y avoir un choc entre les deux formations. Une des formations va prendre le dessus. Là, il va y avoir des failles qui vont se faire entre
les boucliers et les lances ici vont pouvoir rentrer et tuer. Ce qui fait qu'en reculant, cette formation va commencer à perdre pied, c'est un terme que l'on emploie dans les sources, et va refluer et va s'enfuir. Alors, suite à cela, on va proposer à l'ennemi de venir récupérer les cadavres pour pouvoir faire des cérémonies religieuses pour les morts au combat. Et si l'ennemi accepte, il doit reconnaître sa défaite. En reconnaissant sa défaite, il va signer un accord de paix, il va céder généralement le terrain sur lequel on s'est battu, et le vainqueur de son côté va prendre les armes des vaincus, va ériger ce qu'on appelle un trophée. Un trophée, ça vient du terme grec, trophéa, qui est la peur panique qui prend une armée. En fait, c'est une divinité qui apparaît, liée à Pan, qui apparaît sur le champ de bataille, justement l'endroit où ça a cédé. Et cette peur a permis donc au vainqueur de triompher. Vous comprenez? Donc il va ériger un trophée qui va rester sur le champ de bataille comme étant la marque de sa victoire. Et si l'année d'après, eh bien, l'ennemi veut récupérer le terrain, on se redonne rendez-vous. Ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que les citoyens ne partent pas pendant longtemps. Donc on ne mobilise pas la population active de la cité dans des guerres incessantes. Ils partent, ils se tapent dessus, ils perdent ou ils gagnent. La plupart en tout cas reviennent, puisque même dans la défaite, on ne poursuit pas l'adversaire. Ça fait partie des clauses, entre guillemets, de la guerre rituelle. Donc on ne poursuit pas l'adversaire, on ne cherche pas à le tuer. Donc les hommes reviennent et peuvent continuer à travailler dans la ville. Si vous êtes vainqueur, vous allez avoir des surplus. Et donc il va falloir travailler à exploiter ce surplus et peut-être à le vendre. Donc on va développer le commerce. On va avoir des surplus démographiques. Et donc cette population, va falloir l'occuper. Et de l'autre, si on est vaincu, il va falloir trouver des solutions pour survivre malgré la perte d'une terre qui potentiellement était importante pour nourrir la population. Et donc, les alternatives qu'on va avoir, c'est développer l'artisanat, développer le commerce, ou même aller coloniser d'autres terres. Donc ce miracle grec, cet essor de la civilisation grecque, est à mettre en relation avec la guerre rituelle. Si les cités-États s'étaient fait des guerres totales dès le départ, n'avaient pas cessé de s'harceler les unes aux autres, elles n'auraient pas pu dégager du temps libre, et le temps de loisir c'est important, pour développer leur civilisation. Donc le miracle grec est à mettre en relation avec la phalange et la guerre rituelle afférente à la guerre entre hoplites à la période archaïque. Alors, je ne vais pas reparler de la colonisation grecque puisque ça peut faire l'objet d'un autre sujet. Sachez que justement la période archaïque, 7e, 6e siècle, c'est la grande période où les cités grecques vont coloniser l'ensemble du bassin méditerranéen. Et à la fin du 6e siècle, certaines cités commencent à devenir vraiment puissantes et les guerres commencent à devenir de plus en plus importantes. Elles mobilisent de plus en plus d'hommes. On a d'ailleurs des guerres où on va légiférer en disant voilà, on ne fait la guerre qu'avec des hoplites, qu'avec des citoyens. Et pendant toute cette période, en plus de ça, donc la marine se développe, et en plus de cela, vous avez des modèles politiques qui vont se développer. Et oui, parce que le fait que les citoyens se battent en se protégeant les uns les autres, ça va créer un lien au sein de la société, et ça va permettre aux hommes les plus modestes, ou plutôt à une classe moyenne, de s'élever ensemble et de diminuer la prise de contrôle de l'État par les classes aristocratiques, d'accord, ou par les classes monarchiques, par les royautés. Et c'est comme ça que finalement on se retrouve avec des aristocrates qui préfèrent se battre dans la formation phalangique plutôt qu'à côté, à cheval. Et progressivement, en fait, l'aristocratie va prendre plutôt une place économique plutôt qu'une place militaire, même si c'est elle qui très souvent dirige la formation. Donc ça va diminuer l'importance des aristocrates, des dynasties royales, et en fait, ça va favoriser l'apparition de ce qu'on appelle l'isonomie. C'est un terme très important dans le monde grec. Isonomie, c'est l'égalité de toutes et tous devant la loi, devant les lois que l'on se donne. Et les citoyens grecs vont choisir de se donner des lois plutôt monarchiques, plutôt aristocratiques ou plutôt démocratiques. Donc, par exemple, l'apparition de la démocratie est directement à mettre en lien avec l'apparition de la phalange en Occident. Voilà. Alors, ce que nous dit Aristote, d'ailleurs en l'occurrence, c'est que c'est aux citoyens, d'ailleurs, armés, puisqu'il garde ses armes chez lui, de pouvoir lutter face à des ennemis extérieurs, mais aussi face à des ennemis intérieurs qui chercheraient à déstabiliser les lois que l'on s'est données et à les faire tomber dans un petit peu leur côté obscur. La monarchie ne doit pas tomber dans la tyrannie. L'aristocratie, le gouvernement des meilleurs pour tous,
avec un aspect très méritocratique, ne doit pas tomber dans l'oligarchie, le gouvernement que d'un petit groupe qui fait les lois pour soi. Et enfin, la démocratie ne doit pas tomber dans la démagogie. Démagogie menant très souvent derrière à la tyrannie. Donc on passe même plus par le passage monarchique, on va direct à la tyrannie. Donc les citoyens doivent protéger. Et donc on a plein de cités qui du coup sont restées autonomes pendant longtemps, qui vont s'organiser et créer différents modèles politiques. Et on a des penseurs qui vont commencer à penser le vivant, le politique, le scientifique, l'économique, et en fait, on va commencer à avoir des couches aristocratiques qui ne sont plus destinées uniquement à la guerre, justement, puisque finalement la guerre, c'est l'affaire de toutes et tous, mais qui vont s'affairer plutôt à des œuvres de science. La plupart des scientifiques du monde grec, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas des gens du peuple, ce sont des aristocrates qui ont leurs terres, qui sont travaillées par des esclaves. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce sont des esclavagistes. Donc, ils ont les moyens, ils n'ont pas à s'adonner uniquement à la guerre, parce que ce n'est pas ça qui justifie leur poste dans la cité, c'est plutôt au contraire leurs compétences en politique et leurs compétences scientifiques ou philosophiques. Donc c'est pour ça que tout ça, ça se développe à cette période. Et le grand tournant, ça va être l'arrivée des Perses dans cet équilibre. Alors j'en ai déjà parlé, alors j'en reparle succinctement. En fait, au début du 5e siècle, donc à la fin de la période archaïque, on a les Perses, cet immense empire perse, qui va envahir, ou tenter d'envahir, la Grèce, durant la première guerre médique, qui a lieu en 490 avant, et durant la seconde guerre médique, qui dure de 480 à 479 avant notre ère. Pendant ces guerres, la phalange va à la fois connaître des triomphes, notamment à Marathon, c'est le triomphe de la phalange hoplitique, puisque les hoplites platéens et surtout athéniens vont renverser et bousculer les forces perses, même les écraser, et permettre à Athènes d'être sauvée. Donc c'est à la fois le triomphe de l'hoplite, d'une certaine manière, en tant que guerrier, mais c'est la défaite de l'hoplite d'un point de vue stratégique, puisque déjà cet hoplite est obligé de courir, notamment Marathon, pour rejoindre rapidement Athènes pour la défendre face aux Perses, et puis ensuite, parce que pendant la Seconde Guerre médique, le conflit va prendre beaucoup plus d'importance, les Perses vont envoyer beaucoup plus de moyens, et finalement, eh bien, même si les hoplites vont avoir un rôle primordial, que ce soit aux Thermopyles, que ce soit à Salamine sur les ponts des navires, ou que ce soit à Platée, et dans différentes batailles qui ont opposé les Grecs aux Perses pendant les guerres médiques, du moins la seconde, eh bien, malgré tout, les marins ont pris énormément d'importance, les archers de marine notamment, mais aussi les rameurs, donc les classes populaires, puisqu'on ne fait pas ramer des esclaves. Ça, c'est un stéréotype qui nous provient des périodes modernes. Donc on ne fait pas ramer d'esclaves. On a besoin de citoyens volontaires pour justement avoir des bonnes cadences de rame. Du moins, c'est ce qu'on considère à l'époque. Et surtout, ça permet d'employer les citoyens pauvres. Donc, les rameurs et les marins vont prendre de plus en plus d'importance, notamment dans les cités maritimes, comme Corinthe, ou surtout Athènes. C'est ça qui va d'ailleurs renforcer l'aspect démocratique de la cité d'Athènes. Mais d'un autre côté, les cavaliers vont aussi commencer à prendre de l'importance, notamment pour la reconnaissance du terrain, pour pourchasser les tirailleurs adverses, donc les aristocrates, ou pour couvrir les retraites. Donc les aristocrates prennent de l'importance, et finalement, on a un petit bouleversement au sein de la phalange hoplitique. Notamment, c'est très embêtant, il y a un bourdon derrière moi, et notamment parce que le système phalangique était lié à l'équilibre des cités-États autonomes. Le grand bouleversement qu'a amené les guerres médiques, c'est un changement mental et psychologique au sein des cités. La peur de voir la civilisation grecque disparaître, annihilée par une puissance étrangère. Et ils ont bien vu, pendant la Seconde Guerre médique, c'est passé à ça, de la défaite, et Athènes va en tirer une simple conclusion: il faut créer une coalition pour lutter face aux Perses, il faut unir les cités, et si possible, les unir derrière Bibi. Et donc Athènes, pendant le 5e siècle, donc de ce qu'on appelle à présent la période classique, la période classique, c'est à partir des guerres médiques. Donc ça montre bien qu'il y a un changement. Il y a un changement fondamental qui a eu lieu. D'un point de vue, il y a eu évidemment une explosion, encore une fois, des arts et de la philosophie et de l'histoire, puisque l'apparition de l'histoire est liée à ces guerres médiques. Donc on a une effervescence culturelle suite à la victoire des Grecs sur les Perses. Mais en plus de ça, il y a un changement militaire qui s'opère. Athènes va commencer à dominer et à imposer ce qu'on appelle son hégémonie, donc sa domination sur les cités voisines.
et notamment sur les cités de la mer Égée, la cité des Cyclades, et va faire un immense empire maritime qui base sa puissance plus sur le commerce et sur le tribut que payent les alliés. Et donc pour leur imposer le tribut, il faut mater des révoltes, et donc on envoie des hoplites pendant longtemps, et donc ces hoplites, pour qu'ils restent loin de chez eux, loin de leur terre, on va les payer, donc on va les transformer progressivement d'hoplites guerriers, donc de citoyens guerriers, à citoyens soldats. Et donc même si la phalange en tant que formation continue à exister, elle n'est plus qu'une formation militaire. D'un point de vue global, Athènes va mettre de côté la guerre rituelle qui était la caractéristique de l'époque archaïque. Face à la menace de domination athénienne, les cités grecques vont réagir, Thèbes, Corinthe et Sparte principalement, vont s'unir pour lutter face à l'expansion d'Athènes, et ça va aboutir à ce qu'on appelle la guerre du Péloponnèse. Donc ce qu'on appelle d'ailleurs du côté coalisé la guerre d'Athènes. La guerre du Péloponnèse, c'est une appellation athénienne en fait, puisque pour eux le conflit c'était surtout un conflit avec les Péloponnésiens. Alors cette guerre a lieu à partir de 431 avant, ou 432, on va dire le début, et 431 c'est vraiment la guerre est déclarée, jusqu'à 404 avant. Donc en gros, il y a eu 27 ans de guerre, et cette guerre a été complètement différente des guerres qu'on avait connues avant. D'abord, c'est une guerre totale. Athènes refuse de sortir et accepter le défi de guerre rituelle que leur proposent les Spartiates, les Corinthiens et les Thébains, pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas assez d'hoplites à leur opposer. Donc Athènes va faire une guerre d'usure face à leurs adversaires, une guerre de course maritime, une guerre commerciale, une guerre de subversion aussi. On va chercher à pousser les esclaves ou les vassaux, les sujets de son adversaire, à la révolte. Sparte le fait avec les esclaves des mines du Laurion, et Athènes va le faire avec les Ilotes, qui sont en fait les serfs des Spartiates. Donc ça va affaiblir l'ensemble de l'économie, et progressivement les politiciens vont devenir uniquement des hommes de guerre. Le cœur de la politique, c'est la guerre, et pendant plus de 27 ans, ce qui va créer des vrais réseaux de fidélité envers des généraux. Et finalement, il va y avoir même un changement de cap dans les décisions politiques qui sont prises par les masses. Notamment, une des plus grandes défaites d'Athènes, c'est l'expédition de Sicile, ça a été le tournant de la guerre du Péloponnèse, et elle est due à certains démagogues qui ont poussé la population à attaquer la Sicile en leur présentant un mirage, c'est-à-dire une île richissime qu'ils pourraient annexer et qui agrandirait leur empire maritime et qui enrichirait toutes les classes de citoyens pauvres. Et apparemment, les aristocrates et les hoplites étaient plutôt opposés à cela, mais les marins et la jeunesse, elles, étaient partantes, c'était des va-t-en-guerre, parce qu'ils étaient confiants dans la supériorité de leur marine. Donc on voit que la politique va être influencée par la guerre, d'accord, et non pas l'inverse. Si on lit Clausewitz, c'est la guerre est le prolongement de la politique, ça ne devrait pas être l'inverse. Or, pendant la guerre du Péloponnèse, ça a été l'inverse. La politique était le prolongement de la guerre. Et finalement, à la sortie de cette guerre, la plupart des grandes cités du monde grec vont en sortir affaiblies, durement affaiblies. Même si finalement Sparte prend l'hégémone pendant un petit temps donné, eh bien toutes les cités ont été affaiblies par rapport à leurs voisins, finalement, par rapport aux Perses, mais aussi par rapport aux dynasties macédoniennes qui sont au nord et qui sont en train de s'unir et de créer un empire de plus en plus puissant, et notamment qui commence à s'immiscer dans les conflits entre Grecs, pour justement prendre de l'influence. Ça va même plus loin, puisque finalement, quand Sparte va perdre son hégémonie, donc Sparte, en plus, au lieu de rester et de retourner dans son Péloponnèse, va finalement récupérer les rêves de grandeur des Athéniens, en disant « mais oui, mais nous, on le fait pour préserver le monde grec », mais finalement, ils faisaient la même chose, vont se retrouver face à une coalition montée par leurs anciens alliés et leurs anciens ennemis, face à eux. Ils ne vont pas pouvoir durer indéfiniment, ils vont être finalement vaincus par les Thébains, et ça c'est la conclusion de Xénophon. Xénophon, dans les Helléniques, à la fin des Helléniques, nous dit après ça, la guerre a continué et le chaos s'est installé. En fait, le cosmos organisé, ordonné, qui avait permis la guerre rituelle, qui avait permis l'apparition du système hoplitique et phalangique, eh bien, ce système-là a été complètement éclaté suite aux pressions extérieures perses, puis à la volonté d'hégémonie d'une cité comme Athènes. Et la phalange et l'hoplite a disparu progressivement
face à tout cela, notamment parce qu'à la sortie de la guerre du Péloponnèse, les hoplites, pour la plupart, ne sont plus des citoyens guerriers, mais sont des citoyens soldats. Celui qui se paye le matériel, c'est un investissement, et plutôt que de travailler son champ, il va plutôt faire la guerre, toucher une solde, pour essayer de s'enrichir. Et d'ailleurs, beaucoup de Péloponnésiens, quand la guerre va se terminer, vont devenir des mercenaires pour les voisins grecs, qui vont continuer à avoir des guerres, les Macédoniens, pour des Illyriens, ou même pour des Perses. C'est notamment l'expédition des 10 000, où on a plus de 10 000, puisque c'est même plus, c'est 11 400 Grecs qui se mettent au service d'un prétendant à la couronne perse, et qui partent dans une immense aventure dont je ne parlerai pas maintenant. Ne faites pas digresser, je sais que vous la voulez, l'anabase, vous l'aurez, mais pas tout de suite. Et du coup, l'évolution de ce système phalangique lié à la guerre rituelle vers une guerre totale, et l'évolution de ce citoyen guerrier vers un citoyen soldat qui en plus n'est même plus au cœur des décisions politiques, puisque les aristocrates qui sont capables de financer la cavalerie ou de financer des trières prennent du poids par rapport à la classe moyenne, pour prendre des termes actuels, se voient en plus renversés par la horde de marins qui, dans les cités démocratiques, prennent le contrôle de la cité. Donc les cités-États autonomes commencent à battre un petit peu de l'aile, et finalement, au milieu du IVe siècle, Philippe II de Macédoine va récupérer à son compte les volontés hégémoniques des cités grecques face aux Perses, et va unir ces dernières en leur faisant la guerre. Alors, il ne va pas réussir à dominer Sparte, mais il va unir l'essentiel du territoire. Et d'ailleurs, pour beaucoup de Grecs, c'était potentiellement une sorte de solution pour sortir de plusieurs années de conflit qui n'en finissaient plus et qui mettaient un terme à ce miracle économique grec, puisque les cités n'arrivaient pas à se développer autant que pendant la période archaïque et le début de la période classique. Donc à la fin de la période classique, l'hoplite n'est plus juste un citoyen, c'est devenu un soldat, et ils vont même finir par former une classe de soldats dans l'armée de Philippe II et d'Alexandre, ce qu'on appelle les hypaspis. Les hypaspis, ce sont des porteurs du bouclier hoplitique. Finalement, ils ont exactement le même matériel que l'hoplite grec, ils se battent de la même manière, en phalange, mais ils ne sont plus au centre de la formation. La phalange va même se retrouver, parfois, en tout cas dans les armées hellénistiques, sur les flancs, pour protéger la phalange macédonienne, armée de grandes saris, donc de grandes lances, et dont le but est offensif et de tuer. Et en fait, finalement, les hoplites sur les côtés vont être là pour protéger les flancs, ou pour servir de troupes d'élite, puisque ce sont des guerriers habitués à l'escrime, c'est-à-dire qu'en plus, à cette même période, et j'en avais parlé sur les arts martiaux, donc allez voir la vidéo, je ne sais pas où elle pourrait apparaître, puisque ça je ne sais pas le faire, mais allez voir la vidéo sur les arts martiaux historiques, et vous verrez que, en plus, c'est à cette période qu'on commence à développer une escrime hoplitique, ce qu'on appelle l'oplomachia, et finalement, ça va devenir des combattants individuels et des mercenaires de renom qu'on va utiliser pour des batailles de siège, pour des opérations sur du terrain assez complexes. Alexandre, pour revenir un petit peu à la dernière vidéo, Alexandre avait un corps d'hypaspis qui lui servait à la fois de garde du corps, les somatophylaques, très probablement, ils étaient en tenue d'hypaspis, mais qui servait aussi d'unité permettant de faire des coups de main, des coups de pression à certains endroits du champ de bataille, tout en conservant et en protégeant les flancs de sa phalange principale. On les voit s'illustrer à la bataille d'Issos, à Tyr, et même à Gaugamel, où ils appuient la manœuvre de cavalerie d'Alexandre, et ce, au prix de lourdes pertes. Donc, après ça, on va dire que la phalange, en tant que formation compacte de ligne de bouclier, ne disparaît pas, mais la phalange, en tant qu'institution sociale liée au monde grec, elle, a disparu. Et quant à l'hoplite, il va pouvoir se spécialiser soit dans un combattant de formation, mais aussi dans un combattant individuel. Donc finalement, c'est l'éclatement de ce modèle-là, et on voit qu'avec l'éclatement de la phalange, disparaît l'autonomie des cités-États grecs. Car à présent, pendant ce qu'on appelle la période hellénistique, donc qui correspond à la mort d'Alexandre, c'est le début de la période hellénistique, les cités-États vont toujours être dirigées par des dynastes hellénistiques, ou alors vont s'unir derrière des confédérations de cités, mais ces confédérations ne vont plus baser uniquement leur stratégie sur la phalange hoplitique. Et d'ailleurs, c'est plutôt rare, ceux qui ont essayé de le faire, comme par exemple Philopomène, merci à notre Pélotribes et à Johann Fulpin qui a travaillé énormément sur ce personnage-là dans ses recherches au sein de l'association
et dans la faculté AMU, Aix-Marseille Université, et il a bien montré que pendant la période hellénistique, quelques hommes comme Philopomène par exemple ont tenté de ressusciter le concept hoplitique. Les Grecs ont conscientisé le fait que la disparition de l'hoplite en tant que citoyen guerrier et de la phalange incluse dans un système de guerre rituelle avait précipité les cités-États grecs dans le chaos et leur avait fait perdre leur autonomie. Et il va tenter de ressusciter ça, mais les temps avaient changé et les ennemis aussi, notamment Rome, étaient en train d'arriver. Alors pour conclure, il faut comprendre que l'apparition de ce système de combat en rang serré, en fait finalement d'infanterie lourde, qui recherche avant toute chose le choc, la mêlée, c'est quelque chose d'assez innovant, vraiment d'innovant pour cette période. La systématisation en plus de cela, dans tout un ensemble de territoires, a bouleversé la géopolitique du monde grec qui a permis son miracle, et finalement cet art a influencé tout l'art occidental de la guerre. C'est d'ailleurs le titre d'un des ouvrages les plus fameux sur la phalange hoplitique, c'est le modèle occidental de la guerre de Victor Davis Hanson, qui montre bien qu'elle a influencé tout l'art de faire la guerre en Occident. La recherche du choc et la primauté de l'infanterie lourde, qu'on appelle la reine des batailles en Occident. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et si le sujet vous intéresse, sachez que, en fait, là, c'est un résumé très rapide d'un ouvrage que j'ai écrit, Hoplite, le premier guerrier de l'histoire, avec un titre un petit peu racoleur, justement pour évoquer le fait que, finalement, c'est le premier guerrier dont on a vraiment entendu parler dans des sources historiques normales. L'histoire, avec Hérodote, Historia, est née avec ses combattants, qu'on appelle les hoplites, au sein de la phalange. Voilà, merci de votre attention. N'hésitez pas à laisser en commentaire si ça vous a plu. Demain, le live à 19 h, comme d'habitude, et puis je choisirai parmi les 3 premiers commentaires pour faire la prochaine vidéo. Portez-vous bien!